Bonsoir tout le monde. Guillaume Clossat l'a bien rappelé, nous n'avons ici que des amis. Et je vais prendre quelques minutes pour vous donner mes impressions après ce premier jour, en toute amitié. Pascal l'a dit que j'avais envie de donner mes impressions, je ne suis pas sûr que j'avais le choix, mais enfin, ça faisait partie de mon devoir sans doute de vice-président. Et première impression, je dirais, c'est un certain vertige, comme peut-être certains ont pu le ressentir, face à la complexité et la diversité de l'ensemble qui a été présenté aujourd'hui. Encore, c'était que la moitié de la conférence. Tant de sujets, tant d'orateurs, tant de visions. Pour moi, c'était émouvant, pas seulement en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'acteur. C'est l'accomplissement d'un gros travail d'équipe dans lequel j'étais partie prenante et dans lequel l'équipe d'Europa Nova a travaillé d'arrache-pied. La première caricature arrive, je ne regarde pas. Je suis sûr qu'elle est bienveillante car nous sommes entre amis. Je vais prendre quelques minutes pour raconter comment je me suis retrouvé dans cette aventure. Il ne faut pas croire que ça vient naturellement. Un mathématicien, un scientifique ou quiconque d'ailleurs se retrouvant à militer pour l'Europe. Alors il y a des précédents, bien sûr, dans le domaine mathématique. Le grand précédent, c'était Henri Cartan, un très grand mathématicien du XXe siècle, qui a aussi été une grande figure du mouvement fédéraliste européen à une époque où c'était extrêmement peu populaire. Alors, il y a des précédents peut-être, mais de là à faire quelque chose, je disais, ça ne vient pas naturellement. Et il y a encore 2 ans, je ne pensais pas à ça. Et puis il y a 2 ans, grand changement, je participais à ce programme 40 Under 40 d'Europa Nova, qui regroupait 40 personnes en situation de leadership, pour employer des mots anglais, excusez-moi, sur différents domaines. Alors je me retrouvais assez émerveillé dans ce groupe d'une 40aine de personnes, toutes très compétentes dans leur domaine respectif, et avec des domaines extrêmement divers, des cultures extrêmement diverses. C'était la première impression, c'était assez vertigineux de se retrouver dans cette diversité. Et puis, on pouvait apprécier la richesse des contributions. Le débat européen, quand vous le voyez du point de vue des médias ou des politiques français ou de n'importe quelle nation sans doute, il est extrêmement réduit. Quand vous discutez directement avec des acteurs européens qui viennent d'un peu partout, il y a beaucoup de problématiques auxquelles vous n'aviez pas pensé, un regard qui est complètement différent, un enrichissement de cette problématique. Et puis je suis ressorti aussi de ce programme de rencontre avec l'idée que l'Europe, c'est bien l'affaire de tout le monde. Eh bien, pourquoi pas moi? Et je m'engageais dans Europa Nova dans la foulée. 2 ans plus tard, je me retrouve à représenter cette association, ce think tank, devant vous et devant beaucoup plus de monde, puisque ce matin, j'étais au micro de RTL, hier sur ITV, et ainsi de suite. Et de manière générale, je ne peux qu'inciter tout le monde à s'engager. L'Europe, que vous soyez content ou pas de la façon dont elle est menée aujourd'hui, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de vous, y compris de ceux qui n'aiment pas la façon dont ça se fait maintenant. Engager, c'est pas juste s'inscrire, c'est aussi agir de manière concrète, ça veut dire travailler, ça veut dire écrire, ça veut dire mettre en contact des gens, ça veut dire réfléchir. Le rôle d'un think tank, c'est d'organiser des débats, c'est de prendre des positions, c'est d'organiser des événements, c'est de faire avancer le débat public. Et ça peut être, l'organisation d'événements, ça peut être quelque chose d'extrêmement dur à mettre en place. Alors, quand Guillaume Clossat, notre bien-aimé président, est revenu d'un colloque à Harvard en mars dernier en disant « Nous allons faire une grande conférence européenne avant les élections européennes », il était très convaincant, on s'est dit « Allez, ok, on y va ». C'était en mars, c'était il y a 6 mois. Ça y est, la conférence, maintenant, elle est là. Et ça ne s'est pas fait comme ça, il a fallu pour ça mettre les bouchées doubles et travailler d'arrache-pied. Pendant tout l'été, cela va de soi. À la fin, on est content du résultat, j'en reviendrai. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'améliorer, mais ça correspond à peu près à ce qu'on avait en tête. Et c'est seulement dans notre esprit le début d'une série que nous allons réitérer. La conférence, elle est, un peu comme nous l'avions voulu, avant tout, très diverse. C'est un mot qui est déjà revenu dans mon discours, mais c'est un mot qui est revenu tout le temps dans la conférence. Diversité de points de vue, diversité d'opinions, diversité de culture, des points de désaccord, bien sûr. Cette diversité, c'était un des axes fondamentaux dans la façon dont on l'a préparée et, à mon avis, c'était l'un des axes marquants dans la conférence telle qu'on l'a vue. D'abord, dans le choix des sujets, on a passé tellement de choses en revue. On a parlé de questions concernant l'économie et la finance, par certains moments techniques, mais aussi un sujet aussi important que vague qu'est le bien-être. Et puis la discussion n'était pas limitée à des spécialistes de la question européenne. Il y avait un mélange de toutes sortes de sources européennes,
parfois utilisé en dehors du cadre où on l'attendait. Des politiques, des économistes, des scientifiques, des artistes, des businessmen, des businesswomen, etc., etc. Parmi les exemples pas forcément attendus, on a vu John Kay, un économiste, intervenant sur le bien-être avec des interventions que j'ai trouvées particulièrement pertinentes. On a vu sur une même session des intervenants anglais, allemands, français, danois, hollandais, avec tous des points de vue et des apports assez différents. On a vu la diversité dans les réponses, on a vu des orateurs de l'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest, du Nord et du Sud, et on a rappelé en multiples occasions qu'il n'y a pas de solution unifiante à la plupart des grands problèmes. Joseph Niemec nous l'a rappelé, notre collègue syndicaliste polonais, ne pas attendre de cadre unifié sur le travail. Les choses sont tellement différentes d'un pays à l'autre. Jean Dureskek nous l'a rappelé, pour Total, ne pas attendre de politique énergétique unique. Les choix économiques, les choix énergétiques sont très différents d'un pays à l'autre aussi parce que ça dépend des cultures. On l'a redit sur la session du bien-être, la définition du bien-être n'est pas la même d'un pays à l'autre. Les cuisines, comme les systèmes fiscaux, comme les attitudes face à la technologie, sont différentes d'un endroit à l'autre de l'Europe et on ne va pas changer ça d'un coup de revers de main. Le seul point sur lequel tout le monde avait l'air d'accord, dans le dernier panel peut-être, c'était la nécessité de l'unification d'un système européen. Et pour le coup, moi je bouillais dans l'audience en disant que j'étais complètement en désaccord. Autant je suis d'accord sur le fait que des équivalences et des passerelles dans les diplômes, c'est fondamental, autant je ne peux pas imaginer de système éducatif unifié, tellement ça dépend de la culture. Et je le dis avec, en tant que... merci du soutien de mes chers amis. Je le dis, j'entends aussi la désapprobation venant de certains très bien, et je le dis en tant que père d'enfants qui ont été scolarisés dans 3 pays différents. L'éducation, ça va avec la culture, et à mon avis, ça fait aussi partie de la richesse de l'Europe d'avoir des systèmes d'éducation divers, aussi bien au niveau de l'école qu'au niveau des grandes écoles. Bien sûr, il faut assurer la compatibilité entre ces systèmes diversifiés, et c'est le même problème, si vous voulez, dans ce secteur de l'éducation que dans le problème politique, le problème d'arriver à une construction fédérale qui respecte les choix gouvernementaux et les choix culturels de chacune des nations. Bref, pour revenir à cette question de diversité, sur tous les exemples, finalement, il y a des divergences et c'est sain, tant qu'on en discute de manière sincère et amicale. La diversité est là, on répète très souvent que c'est une des forces de l'Europe, ça a été mis bien sûr dans la devise de l'Europe, et je pense que c'est un très bon choix. Il faut l'accepter, fournir un cadre commun quand cela peut l'être, sans pour autant niveler. Et pour bien coordonner, bien sûr, il faut avoir conscience des différences de culture, et des forces et des faiblesses, conscience de ce que les uns et les autres ont en commun et ont en différence. Cette notion de prise de conscience, ça va être le deuxième axe de mes remarques. Après la diversité, la notion de prise de conscience. Aujourd'hui, on a pris conscience de cette diversité avec les points de vue qui s'exprimaient, mais aussi, c'est revenu plusieurs fois, avec les voyages, avec le travail transnational, avec les coopérations, on prend conscience de certaines différences et parfois de certaines absurdités qui sont criantes. Enrico Letta l'a rappelé dans son discours. Si de San Remo vous téléphonez à Nice, qui est à 20 km, c'est 50 fois plus cher que si vous appelez Palerme à l'autre bout de l'Italie. Est-ce que ça a un sens dans l'univers actuel où on passe beaucoup de temps à appeler des correspondants d'un pays à l'autre? Et puis Villeroy de Galhau l'a rappelé, vous passez la frontière franco-allemande à Forbach, avec le même tissu industriel, d'un côté ou de l'autre, vous avez un taux de chômage qui est 25% dans un cas, 5% dans l'autre cas. Comment c'est possible? Et un tel rapprochement rend la chose inacceptable, elle rend la chose absurde. Donc cette prise de conscience, elle me semble fondamentale, et c'est une prise de conscience qui se fait aussi bien au niveau des grands axes et des idées qu'au niveau de détails très pratiques. Là, j'ai parlé de téléphone, là, on a parlé de taux de chômage, évidemment, même sans aller sur les grandes différences de culture. Et ça sera ma troisième remarque, cette notion de souci du détail et d'une approche pragmatique. Redescendre sur terre, c'est ce qu'a dit Lender de Vogt. C'est important de parler de grands projets, de grands idéaux, c'est même très important, mais on le sait bien, le diable peut être dans les détails. Un bon projet peut parfaitement péricliter à cause de détails ou de réalisations pratiques. C'est revenu de nombreuses fois avec plusieurs déclinaisons. Une déclinaison, un axe d'efficacité, un axe de clarté, et aussi une question de ne pas oublier les aspects pratiques précisément. L'efficacité, dans les procédures administratives, on a parlé d'instruments de gouvernance, de la BCE, on a parlé de politique commune, de politique coordonnée, de politique efficace, on a parlé même de business plan, pour reprendre l'expression employée par Villeroy du Galhau, business plan au sens où une vision générale sur l'ensemble des budgets des États européens. Sans pour autant imposer des normes, bien sûr, mais prendre conscience d'une coordination de l'ensemble.
Et puis, pour répondre à une crise énorme, par exemple, il faut des institutions réactives qui peuvent réagir rapidement et de grande ampleur face à des phénomènes qui sont massifs. Face à cela, évidemment, nous avons des progrès à faire, nous en avons déjà fait. Enrico Letta nous l'a rappelé aussi, en remarquant qu'il a fallu 27 conseils pour en arriver à la fameuse emblématique phrase de Mario Draghi qui a instauré, disons, qui était emblématique de la confiance retrouvée dans l'action de la Banque européenne. Donc, efficacité, c'est quelque chose d'important. Si vous avez une administration, une société, un projet politique fondé sur de beaux principes mais qui n'est pas efficace, eh bien, ça ne marchera pas. Il y a aussi la clarté, ça va avec l'efficacité, ça va aussi dans la question de communication. Auprès des citoyens, Enrico Letta est allé jusqu'à nous parler des acronymes. Et à dire la vérité, ce n'est pas seulement une question européenne. Les acronymes, en France, on est extrêmement forts pour ça aussi. Les scientifiques ont souvent des moments d'hilarité quand ils reçoivent les lettres de cadrage du CNRS, par exemple, avec tous les jolis acronymes comme autant de néologismes poétiques. Alors, les acronymes, la clarté, et puis les détails pratiques, ceux qui sont dans le quotidien, ce qu'il y a dans la vie des gens. C'est revenu plusieurs fois. Et aussi le fait que dans les symboles, il faut des choses tangibles qui incarnent de manière pratique des réalisations européennes. J'arrête pas de citer Enrico Letta, je suis désolé, mais j'étais très très marqué par son discours. Et puis peut-être c'était le premier aussi, j'étais tout en forme. Et Letta l'a rappelé, l'euro est important, entre autres parce que c'est une manifestation concrète de l'Europe, quelque chose qu'on utilise tous les jours dans la vie. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est attaqué aussi par les adversaires du projet européen. Ils parlent de l'euro, évoquent la nostalgie avec le franc, parfois, de manière sincère ou pas sincère, cela dépend, comme de quelque chose qui, concrètement, dans la vie de tous les jours, représente l'idée européenne. Ce genre de choses, c'est important. L'euro, je dois dire, je m'en étais rendu compte de manière assez tangible aussi, à quel point cette monnaie, ça pouvait faire rêver. C'est un détail qui est anecdotique, mais que j'aime bien rappeler. Le jour officiel de la mise en service des euros, je me trouvais dans un avion à destination de Taïwan et je me souviens très bien des hôtesses de l'air s'approchant de moi avec l'air émerveillé. Est-ce que vous avez des euros ? Genre, est-ce que le billet de banque est là ? Et à cette époque-là, c'était quelque chose qui avait émerveillé partout dans le monde. Ça y est, la monnaie est là et on le voit de manière concrète, cette chose incroyable que des nations différentes passent à une monnaie commune. C'était quelque chose qui est un détail pratique mais qui faisait rêver les gens. On a revu le même genre d'idée tout à l'heure avec Béatrice Engrand qui vantait les mérites symboliques qu'aurait un passeport européen. Vraiment un passeport avec la même couleur pour tous, avec marqué dessus passeport européen. Même s'il y a libre circulation, le fait d'avoir cet objet qui l'incarne serait un symbole extrêmement fort. Et puis on a parlé aussi de santé, on a parlé de diabète et du coût du diabète, on a parlé de tourisme, on a parlé de cuisine évidemment, on a parlé de toutes ces choses qui sont concrètes, qui sont dans la vie des gens. S'il y a quelque chose qui nous touche, évidemment, c'est bien la cuisine. Ça m'a rappelé en fait mon interview de ce matin sur RTL, le présentateur, pour lancer le débat de manière un peu provocatrice, a dit « Alors, monsieur Villani, l'Europe, c'est ça qui veut nous empêcher de manger des fromages au lait cru. Comment vous voulez défendre ça ?» Et évidemment, c'était un raccourci saisissant fait par un journaliste extrêmement intelligent, mais pour bien rappeler qu'un projet, si grand, si important soit-il que l'Europe, ça peut péricliter sur des tas extrêmement concrets. Et que, évidemment, c'est un amateur de fromage qui vous le dit, on ne voit pas pourquoi on irait attaquer la diversité des pratiques culinaires dans les différents pays, mettant en péril tout l'édifice européen pour des questions aussi simples, aussi pratiques. Et c'est pareil en sciences d'ailleurs. Quiconque a rempli un projet européen pour candidater à l'obtention de fonds européens va vous dire que la première plaie à supporter, c'est le temps qu'il faut pour remplir. Rien que comprendre d'abord le formulaire. Souvent, vous avez des personnes dans les laboratoires qui sont spécialistes de ça, qui savent décrypter, etc. Vous avez des petits malins qui organisent des séminaires très chers où ils vous invitent pour vous expliquer comment remplir le formulaire et ainsi augmenter vos chances de décrocher le pactole. Et là encore, on se heurte à des choses extrêmement pratiques. Et c'est important de parler de ça. Il y a un moment, j'ai trouvé un peu dramatique dans les débats où John Key a fait passer un frisson dans la salle en disant d'une manière qui pouvait sembler très british qu'avant tout l'État doit nous laisser en paix. Évidemment, il a aussitôt nuancé son propos, mais il intervenait sur le fait qu'il ne faut pas donner la sensation que le projet politique vienne s'immiscer dans votre vie de tous les jours en limitant votre choix, en le contraignant. Et dans le même temps, il a rappelé, il a montré, John Key, que sur une question pratique, il ne faut pas non plus réciproquement oublier les questions idéales. Et il a dit, la bonne vie, ce n'est pas la Dolce Vita oisive, c'est aussi un cadre dynamique dans lequel on se réalise, dans lequel on a le sentiment qu'on est utile, qu'on est généreux, qu'on fait quelque chose de sa vie.
Donc on a vu un mouvement aller dans les deux sens. Des grands projets, pour des grands projets, il faut faire attention aux détails pratiques. Les détails pratiques, ils peuvent aussi passer par des grands idéaux. On a besoin des deux. Et avec Augustin de Romanet, on l'a bien vu, on a parlé de la mobilité aussi bien en tant que principe fondamental, en tant que valeur, c'est un mot sur lequel il a insisté, que dans ses conséquences positives tangibles sur la croissance, que dans les questions toutes bêtes de faciliter la vie des voyageurs dans les aéroports. Mélange de grands et de petits aspects, d'aspects pratiques et théoriques, c'est comme en philosophie, il faut tout ça pour construire les choses, et il ne faut pas oublier ça pour construire l'Europe. Et puis après, une fois qu'on a un système qui fonctionne bien, aussi bien sur le papier que dans les faits, théorie et pratique, et dans la vie de tous les jours, de grands principes lisibles, des tailles efficaces, on peut se dire qu'on est prêt à répondre aux grands défis qui sont considérables du monde actuel. Alors ça mène à une nouvelle émotion, la troisième, on va dire, troisième axe, sur ces grands défis du monde actuel, évidemment, et Guillaume Clossal l'a rappelé dès le tout début, ce monde est en mutation, on le sait, le monde est changeant. On a eu aussi au début un rappel des changements dans les dernières décennies, c'était vertigineux. Dans le futur, les changements seront phénoménaux aussi. Un chiffre qui a été mis en avant à un moment, 90% des données de l'humanité, je crois que c'était Pierre Nanterme qui le rappelait, 90% des données jamais écrites par l'humanité ont été produites dans les 2 dernières années. C'est dire l'explosion phénoménale dans laquelle ce que nous sommes en train de vivre. Le monde change aussi du point de vue démographique et géopolitique. Le regard d'ailleurs sur l'Afrique, de l'Afrique, le regard par notre ami Radi Meddeb nous a rappelé que demain l'Afrique sera le réservoir du monde de personnes, de jeunesse, et à la fin, d'ici pas si longtemps, le réservoir de jeunes cerveaux qui demandent qu'à se former auprès des meilleurs spécialistes. Et ça nous a été rappelé d'une manière très franche, de manière un peu crue, sur le fait que la perception de l'Afrique en tant que continent, je veux dire la perception de l'ensemble de l'Europe, de l'Afrique, est peut-être plus adaptée à ce qui se dessine maintenant, aux changements démographiques qui sont en cours. Ça a été dit de manière crue et franche et amicale en même temps, et ça me mène à ma quatrième et dernière impression, c'est le parler vrai qui s'est dégagé de tous ces exemples, et nous en avons fort besoin. Peut-être que le fait qu'on a invité tout le monde en terrain neutre à jouer, l'invitation d'un think tank non partisan, dans un lieu universitaire où traditionnellement on peut dire tout ce qu'on pense. Les politiques ont donné le ton dès le départ. Pierre Moscovici et Enrico Letta ont donné le ton en n'hésitant pas à parler, à distribuer des bons et des mauvais points. Et je crois que tout le monde, dans la séance, ensuite, on dit les choses telles qu'il les pensait. Qui aime bien, châtie bien, de toute façon. On a vu des gens, même des Européens convaincus, être extrêmement critiques sur les institutions européennes telles qu'elles sont, que ce soit des questions de taxes, que ce soit des questions de réglementation, que ce soit des questions de lobby, le mot technocratie a même été employé. Et à chaque fois, j'ai trouvé ça souvent sincère et courageux. Dans les petits détails, l'État n'a pas hésité à dire qu'il se perdait lui-même dans les subtilités bureaucratiques de la construction actuelle. Notre ami secrétaire au tourisme portugais, fervent européen, s'est permis une blague sur le fardeau de la régulation européenne dont il était dispensé. Henri Marlos a parlé de tabula rasa, il a dit ce sera dur et ce sera douloureux. Tout le monde a dit ce qu'il avait sur le cœur. Et c'est un point extrêmement satisfaisant, j'ai trouvé. On a vu des chiffres qui ont été parfois surprenants. Un des chiffres qui m'ont stupéfait, c'est 70% des Européens en faveur d'une élection directe du président de l'Union européenne. Malgré la petite nuance qui a été apportée par Lender de Vogt concernant la nationalité du président que cela représenterait, ce chiffre de 70%, je le retiens comme une des surprises de la journée. Régulièrement, j'évoque cette question à la radio. À chaque fois, je prends beaucoup de précautions en me disant peut-être ça choquera les gens. Là, je vois qu'au contraire, c'est une mesure qui, en tout cas en principe, est très populaire. Toujours important de savoir ce que pensent les gens et pas tenir compte, bien sûr, seulement de l'avis des milieux européens convaincus. Bien au contraire, il faut comprendre ce qui se passe et les attentes et bien écouter ce que disent ceux qui ne croient pas en l'Europe, soit en l'Europe telle qu'elle est, soit en l'Europe telle qu'on pourra la faire. Beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses aujourd'hui. Demain, nous aurons aussi d'autres sujets importants, quelques orateurs exceptionnels, beaucoup d'orateurs exceptionnels que nous avons passé beaucoup de temps à identifier et à convaincre parfois. On abordera des sujets fondamentaux, on parlera de diversité en tant que soi, on parlera de langue, on parlera de culture, on parlera d'urbanisme, on parlera de science, on terminera avec ce qui est peut-être le plus important, le rêve. On parlera aussi bien de culture que de technologie, des choses qui nous touchent de près, qui nous touchent de loin, des thèmes de futur, des thèmes cruciaux. Un vaste programme. Alors aujourd'hui on a eu une vaste journée, demain il y en a encore une autre. Entre les deux, pour vous aider à tenir le choc, nous avons prévu une botte secrète, c'est le changement d'heure. Rappelez-vous que vous gagnez 1 heure de sommeil et qu'ainsi vous serez
plus dispo. Remarquez comme cette conférence est vraiment bien organisée.